Est à Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure Françoise Descamps-Crosnier, mes chers collègues. Je remercie le gouvernement et en particulier madame la ministre pour la présentation de cet important projet de loi souvent évoqué depuis 2 ans. Permettez-moi de remercier monsieur le président de la commission des lois pour son exigence tenue de disposer d'un temps suffisant pour examiner les textes de loi et donc le présent texte. Il en va du respect du Parlement et plus encore de la garantie de sa contribution de qualité à la fabrique de la loi. Ce texte s'inscrit dans le profond réformisme que notre majorité politique a engagé depuis 2012, dans le souci de moderniser la France, de l'adapter aux évolutions de la société et de rendre son droit toujours plus efficace et plus juste. Cette loi ne remet pas en cause, bien évidemment, le statut général des fonctionnaires et notre système de fonction publique, constituant le cadre le plus adapté pour garantir continuité et cohésion au service des collectivités publiques et des citoyens. En revanche, ce texte réaffirme les valeurs guidant l'action publique, l'éthique du fonctionnaire, consacre l'exigence d'exemplarité de ceux-ci et renforce l'unité du statut général. Et si le calendrier n'en fait pas une évidence, cette loi s'inscrit dans la suite des grandes lois sur la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013 et un certain nombre de ces articles sont d'ailleurs la réplique pure et simple de ceux adoptés dans la dite loi. Je ferai plusieurs remarques. D'abord, un constat. Notre société pluraliste est menacée dans sa cohésion par des tendances à l'exclusion, l'opposition et la discrimination. La fonction publique est elle aussi remise en cause. Je déplore comme vous les propos blessants qui peuvent être tenus sur la fonction publique en oubliant le dévouement des hommes et des femmes qui se mettent au service de l'intérêt général. Par ailleurs, il ne faut pas non plus ignorer le malaise et le désarroi qui sévit dans la fonction publique. La remise en cause du désintéressement dans une société consumériste, la perte de prestige des valeurs collectives, le poids croissant des cabinets ministériels, la décentralisation, le rejet de la réglementation et de la norme, le sentiment de n'être pas récompensé au mérite, des conditions matérielles difficiles par ailleurs expliquent en partie ce malaise. Aussi, plus que jamais, il importe de conforter le caractère irréprochable de la fonction publique et de se pencher sur elle. Ce projet de loi consacre en son article 1er les valeurs entourant le service public, valeurs qui doivent susciter de nous tous, citoyens, une reconnaissance pour tous ceux qui les font vivre scrupuleusement au bénéfice des usagers et de l'administration. Ces valeurs sont consacrées à l'article 1er de la loi. La jurisprudence administrative a depuis longtemps dégagé des obligations s'imposant aux fonctionnaires telles que l'impartialité, la probité, la dignité, aux côtés de principes constitutionnels tels que la neutralité et la laïcité. Les agents publics connaissent bien sûr ces règles de conduite, les pratiquent pour satisfaire l'intérêt général et l'exigence de services publics qui les habitent. Mais c'est essentiel aujourd'hui d'asseoir les textes déontologiques sur un fondement législatif. L'affirmation de ces valeurs, auxquelles s'ajoute l'intégrité, ne doit pas laisser penser que l'administration serait à la dérive. Bien au contraire, dans son ensemble, elle est intègre et c'est elle qui a contribué au fil des ans en développant le sens de l'État, de l'intérêt général, une éthique du service public et de la fonction publique. Ma deuxième observation concerne le dispositif de la déclaration du patrimoine et de la déclaration d'intérêt, d'ores et déjà opérationnelle pour les élus, les membres du gouvernement. Elle est désormais étendue aux fonctionnaires. Au contraire de la loi sur la transparence de la vie publique, nous ne disposons pas de la liste des postes ou emplois soumis à ces 2 déclarations. Nous comprenons la difficulté de dresser une telle liste, mais le débat qui va suivre permettra d'éclairer la représentation nationale sur le périmètre de ces 2 déclarations, sachant que nous le souhaitons le plus large possible, en particulier pour la déclaration d'intérêt. Le texte prévoit la transmission de toutes les déclarations de patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et ces dispositions sont en parfaite cohérence avec les lois du 11 octobre 2013 et le statut d'autorité administrative indépendante de la Haute Autorité, laquelle contrôle déjà des centaines de déclarations de patrimoine et d'intérêt. Elle a acquis une qualité d'expertise logiquement mise ainsi au service de la fonction publique. En revanche, toutes les déclarations d'intérêt dont dispose ce projet de loi sont conservées par le supérieur hiérarchique. Le très grand nombre que nous supposons de déclarations, comme l'utilité d'en disposer au quotidien, fonde à mon sens la conservation de celles-ci au sein d'administrations considérées. Mais contrairement à ce que prévoyait le projet de loi, c'est-à-dire la possibilité pour le supérieur hiérarchique de saisir la commission de déontologie,
Nous avons souhaité, en commission des lois, donner à la haute autorité la maîtrise des déclarations d'intérêt des fonctionnaires lorsqu'elles posent problème. Il nous semble que beaucoup de questions trouveront leur solution au niveau du supérieur hiérarchique. Toutefois, en cas de difficulté réelle, il nous est apparu cohérent que le supérieur hiérarchique saisisse la haute autorité, expert juridique et technique sur les questions déontologiques et de conflit d'intérêts. Ses compétences actuelles, définies par les lois de 2013, ainsi que son action irréprochable jusqu'ici, incitent à recourir à son expertise et à en étendre le champ. Le recours à la haute autorité se justifie aussi afin d'éviter les analyses et des jurisprudences distinctes. C'est donc une disposition répondant à un objectif de simplification et d'intelligibilité de la loi. En troisième observation, je dirais merci, Madame la Ministre, d'avoir répondu par l'affirmative à notre demande que les ordonnances sur les juridictions administratives et financières soient remplacées au profit d'un texte que vous aviez d'ailleurs auparavant écrit. Comme je l'avais dit en commission des lois, s'agissant d'un texte emblématique de la prévention du conflit d'intérêts, il aurait été malvenu de confier l'examen de ces dispositions au seul gouvernement en lien avec le Conseil d'État et la Cour des comptes. Les magistrats administratifs et financiers sont donc également soumis à ces mêmes mécanismes déontologiques, avec là encore un collège de déontologie dédié disposant de moyens d'investigation et de contrôle. Les magistrats de l'ordre judiciaire devraient prochainement bénéficier de ce mécanisme déontologique. Une situation inverse serait indéfendable. Un projet de loi organique sur cette question devrait venir en discussion prochainement et le projet de loi sur la justice du XXIe siècle devrait comporter des dispositions similaires pour les juges consulaires et les juges prud'homaux. Ainsi, cette culture déontologique va s'étendre à toutes les fonctions publiques et aux diverses juridictions, avec au quotidien le recours possible à un déontologue référent pour tout conseil s'agissant de la prévention des conflits d'intérêts. Mon quatrième point est relatif à la lutte contre le pantouflage, tel qu'en dispose l'article 8, qui a suscité aussi des débats. Nous nous réjouissons de ces dispositions pour lesquelles nous souhaitons une application efficace de la part de la commission de déontologie. Servir l'intérêt général ne peut correctement s'effectuer que si les fonctionnaires remplissent leur mission pour le compte de la collectivité tout entière et non en vue d'un profit personnel futur. La commission de déontologie, désormais, sera saisie de façon systématique des cas de passage du public dans le privé. Elle pourra s'autosaisir également et aller chercher l'information. Ces prérogatives renforcées lui permettent de remplir enfin l'objectif d'une prévention efficace de situations que nous avons déplorées par le passé. Enfin, c'est ce que nous souhaitons et que nous espérons. Pour terminer, je n'évoquerai pas les autres points du texte, tous aussi importants, harmonisant le dispositif des sanctions dans la fonction publique, clarifiant les conditions de cumul d'activités, allant au secours de situations complexes par des droits nouveaux, améliorant le temps de validité d'un concours de la fonction publique territoriale, la protection fonctionnelle et d'autres droits et obligations majeurs dont mes collègues se feront l'écho. Enfin, pour conclure, je dirais que la déontologie, les droits et obligations des fonctionnaires participent de l'exemplarité de la fonction publique, nous l'avons dit. Les conditions matérielles doivent aussi être au rendez-vous et je sais, Madame la Ministre, que c'est votre souci constant, comme celui de la représentation nationale. Les fonctionnaires ne sont pas une charge, mais une chance pour la République, c'est ce que vous avez dit dans votre propos introductif. Au nom du groupe socialiste, républicain et citoyen, je vous remercie d'avoir porté un texte exigeant, très important, confortant dans l'exemplarité et l'unité le statut de la fonction publique et répondant à cette volonté que nous exprimons d'une République irréprochable. La parole est à Guy Geoffroy pour